Attention. Chut. Ok, alors ça c'est le soleil, ça c'est vous, ça c'est mon doigt. Il fait beaucoup trop chaud sa mère, je déteste ça. Alors c'est parti, tout commence en Russie sur un barrage depuis lequel James Bond saute à l'élastique afin de s'introduire dans une base nucléaire, à l'aide notamment de sa superbe montre qui fait grappin, détonateur et chalumeau. Et elle peut même me dire des mots cochons. Jambon de Bayonne. Une fois à l'intérieur de la base, James retrouve son complice Alec. Après toi, 006. T'es en retard, 007. Bref, le duo infiltre la base jusqu'à la salle des armes chimiques qu'ils ont pour mission de faire exploser. Malheureusement, ça tourne mal et Alec est pris en otage. Du coup, les Russes vont pouvoir l'utiliser comme monnaie d'échange et négocier avec James Bond, et même pourquoi pas l'obliger à... Mais pourquoi il l'a tué ce con? C'était ton seul moyen de pression! Le général, il est un peu nerveux là, non? Bref, le général donne l'ordre à ses hommes de ne pas tirer afin d'éviter de faire exploser tout le... Putain, mais reprenez-lui son flingue là, il va tuer tout le monde, il y aura plus de film! Bon, reprenons. James Bond est donc encerclé par une vingtaine de soldats sous les ordres du général Orumov, et... Dites, le général là, y a pas moyen de le rendre un petit peu plus crédible, non? C'est quoi cette position, sans déconner, on dirait une danseuse? On peut être général et avoir une sensibilité! Vous pouvez pas comprendre! Bref, la situation semble sans issue, mais 007 va réussir à s'en sortir en se cachant derrière un caddie. Et du coup, les hommes qui n'ont pas le droit de tirer, eh ben, ils peuvent rien faire. Oh non, il nous a bien eu là, on peut pas tirer. Oh, si seulement on avait des jambes pour aller le chercher. C'était formidablement ridicule. Mais au moins, cette scène aura le mérite de permettre à James Bond de s'évader au cours d'une cascade forte en chocolat pour se retrouver 9 ans plus tard au cœur d'une enquête sur le syndicat du crime connu sous le nom de Janus. Et c'est rigolo parce que ça rime avec Cubitus. Après ça, James Bond se rend dans un casino. On est où là? On est dans un casino. Oh! On fait de l'humour! Oh, des jeux de mots, tout ça, c'est drôle, hein? Casino dans lequel il fera la connaissance de la sulfureuse Ksenia Zaragievna Onotop, et ce qui nous donnera également droit à la technique de drague la plus désespérée du monde. Ksenia Zaragievna Onotop. Vous avez dit top? Bah oui, enfin... C'est mon nom quoi. Moi aussi j'adore être au top. Je vois, vous avez un drôle de tempérament. Vous avez diamant. J'ai la chambre 312 si jamais. Non, mais ça m'intéresse pas. Vous avez dit Ray. Au secours! Suite à cette rencontre, on apprend que cette fameuse Ksenia Renelatop travaille pour les fameux méchants de Janus. Il va donc pister la demoiselle en France au détour d'une pièce de théâtre plutôt chelou. Quoi? Bravo. T'applaudis pourquoi là? C'était nul à chier. Je sais pas mec, je suis complètement défoncé. Il découvre alors que le plan de Janus était de voler un hélicoptère indétectable par les radars et que, selon sa patronne M, je suis pas très sûr de l'orthographe, le général Orunov travaille également avec Janus. C'est pour ça que nos politologues l'ont carrément biffé. Pardon? Biffé. Le général a été biflé? Vous pouvez pas comprendre! Le général va donc abuser de son statut militaire pour pénétrer dans un avant-poste soviétique et éliminer tout le monde. Et ce, afin de voler les codes de lancement du GoldenEye, un satellite capable de raser de la carte une ville entière. C'est vrai qu'en plus, c'est pas facile. On en est donc là. Janus, pour qui travaille Ksenia et le général Orumov, ont volé un hélicoptère indétectable ainsi qu'un satellite avec une puissance de feu destructrice. Il n'en fallait pas plus à James Bond pour prendre les choses en main et se rendre en Russie afin de déjouer les méchants plans des méchants. Mais avant ça, il a besoin de s'équiper et il rend donc visite à Q pour récupérer des nouveaux gadgets. À savoir une superbe voiture avec des lance-missiles derrière les phares et un stylo qui explose après 3 clics au bout de 4 secondes, mais qu'on peut désamorcer en refaisant 3 clics avant la détonation. Exemple, il fait 3 clics, on compte 4 secondes, ça explose pas, c'est de la merde, merci pour rien. Ah, et bien évidemment, on n'oublie pas la petite blague de cul indispensable. En parfait état. Ne touchez pas ça! C'est mon déjeuner! Et là, je lui dis en japonais, non, pas dans les fesses, pas dans les fesses. Pardon.
Qu'est-ce qu'on rigole. James Bond poursuit donc sa mission en vivant moult péripéties et en rencontrant moult personnages tels qu'un monsieur qui servira pas à grand chose, un autre monsieur qui servira pas à grand chose, ou encore cette madame, qui n'est pas un monsieur, et qui servira pas à grand chose non plus. Cette dame, qui s'appelle Natalia et qui est un témoin gênant que le général cherche à éliminer, va croiser la route de James alors qu'ils sont tous les deux piégés dans un hélicoptère sur le point d'exploser. Mais pas d'inquiétude, car ils arrivent à s'en sortir puisque James Bond parvient à démarrer l'hélicoptère avec sa tête. C'est une technique d'agent secret ça, y a que les plus forts qui arrivent. Même si j'ai l'impression que le scénario a été écrit avec la même méthode. C'est moi qui ai écrit l'histoire. Ils sont ensuite retrouvés par l'armée russe qui va les interroger sur leur implication dans les récents événements. Oh, ça suffit, vous êtes odieux, ça suffit. On dirait des voyous avec des joujoux. C'est aussi moi qui a fait le dialogue. Et c'est à ce moment-là que débarque le général Orumov pour enlever Natalia, ce qui va permettre au film de nous offrir la course-poursuite la plus discrète de l'histoire des agents secrets. Malheureusement, les méchants parviennent à s'échapper en embarquant à bord d'un train et... Ah non, en fait j'ai rien dit. Le char de 007 roulait plus vite qu'un train, donc c'est cool. Il a pu les rattraper. Et la logique dans tout ça? Elle n'en présente rien pour moi. Ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. À bord de ce train, James retrouve Alec, son ancien coéquipier qui s'était fait tuer au début du film, mais que, en fait, non! Il va bien, et même que, révélation, c'est lui le mystérieux chef de Janus! Oh là 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 là, qui s'en fout? Pareil. Les méchants parviennent encore une fois à s'échapper parce que bordel, James Bond c'est une putain de brêle, mais heureusement Natalia est là pour remonter leurs traces et localiser leur destination. Une base secrète à Cuba depuis laquelle ils envisagent de détruire la ville de Londres. Face à l'extrême urgence de la situation, nos deux héros se rendent immédiatement sur place et... se roulent dans le sable en se faisant des bisous. Parce que faire des pauses de temps en temps, c'est important aussi pour faire du beau boulot, merde. Une pause, ça repose. Oh mon dieu, vivement que leur pause soit finie. James et Natalia finissent par découvrir l'entrée de la base secrète qui était super bien cachée dans un lac. Normal que personne ne l'ait vu. Parce que oui, vider l'eau d'un lac, embaucher 500 employés pour construire et faire fonctionner une motherfucking antenne et re-remplir le lac, c'est le genre de truc discret qui se fait vite fait. Je l'ai déjà fait 2 fois depuis le début de la vidéo, vous avez rien vu. Bref, le plus grand agent secret de tous les temps s'introduit dans l'antenne, se fait capturer mais parvient à glisser son stylo-bombe dans la poche d'un des méchants en espérant que celui-ci déclenche l'explosion. Donc là il appuie 3 fois, ça amorce la bombe, hop il réappuie 3 fois donc ça l'annule, ensuite là on compte 2 clics et ça explose, ok je laisse tomber, c'est de la merde. Du coup, grâce à l'explosion, James parvient à faire diversion, à éliminer les méchants, à détruire l'antenne et à récupérer les codes du GoldenEye. Mission accomplie pour 007, ce qui déclare également ce film fini. GoldenEye a été une révolution dans plusieurs domaines. Il a relancé la saga James Bond après 7 ans d'absence avec une approche plus contemporaine, il a réinventé le genre du film d'espionnage avec des moyens techniques ultra modernes pour l'époque, et il a participé à l'avènement de la 3D sur console avec son adaptation sur Nintendo 64 dont beaucoup de gens se souviennent encore. Alors faisons-lui honneur en révolutionnant, pour une fois, cette séquence analyse. Histoire de changer un peu, aujourd'hui, on va pas pointer du doigt les mêmes défauts que d'habitude. Bon, certes, il y a des personnages pourris ultra clichés avec des acteurs qui jouent comme des bites et une structure narrative vraiment chelou, mais on va essayer de faire un petit peu plus original. Commençons par le plus simple, les accessoires. Les accessoires du film sont vraiment mal foutus. C'est digne de mes vidéos. Regardez, ce jouet en plastique là c'est censé être une mine. Une mine! Eh oui Gimli, même si ça ressemble plus à un Simon Says avec un seul bouton pour les débiles, c'est bel et bien une mine. Mais que les accessoires d'un film s'intègrent mal dans notre réalité de spectateur, soit, c'est pas pour rien que ça s'appelle une fiction. Mais quand les accessoires d'un film s'intègrent mal dans sa propre réalité, là ça pue du cul. Prenons l'exemple du stylo qui est censé exploser au bout de 3 clics. On le voit
voit dans 2 scènes, et dans les 2 scènes, le truc fonctionne pas comme on nous l'avait expliqué. Ça servait à quoi de nous expliquer son fonctionnement si c'est pour le faire fonctionner différemment juste après? Et la voiture qu'on nous présente dans ces gadgets? Bon déjà, c'est complètement pété de mettre des lance-missiles dans une voiture d'agent secret, hein. Il y a le mot secret dans l'intitulé du job. À quel moment t'as un problème de compréhension? Et cette fameuse voiture donc qu'on prend soin de nous présenter et de bien mettre en valeur, eh ben tu peux la garer dans ton cul parce qu'elle ne servira strictement à rien du tout. Maintenant, abordons quelque chose d'un peu plus sérieux et qui m'a vraiment frappé. L'image de la femme. Et les femmes dans ce film sont des objets. Elles le sont probablement pas plus que dans les précédents films de la licence James Bond, mais là ça m'a paru plus choquant parce que du fait de son traitement de l'image, de ses effets spéciaux et de ses moyens, le film s'identifie visuellement comme une œuvre de la nouvelle ère du cinéma, donc comme un reflet de notre société moderne. Et du coup, raccorder cette identité à un mode de pensée aussi vieillissant que l'infériorité de la femme, eh ben, ça contraste beaucoup trop dans le film et ça rend le tout incohérent. Un peu comme si un jeune wesh wesh se mettait à parler comme ton grand-père. Voilà, il y a plus de saison, ma bonne dame. Le soleil, il est parti en perpète les oies, wesh. Enculé. Vous voyez, ça fait bizarre, c'est malaisant, il y a un truc qui va pas. Eh ben, c'est pareil avec ce film. Visuellement, il a bien évolué, mais mentalement, il est en retard. Les femmes sont des trophées et les Russes sont forcément méchants. Il y a un décalage entre le fond et la forme qui m'a un petit peu dérangé. Et c'est d'autant plus surprenant quand on se rend compte que ce film est l'un des très rares films de l'époque et encore aujourd'hui à avoir réussi à passer le test de Bechdel. Oh, Blue Blue, qu'est-ce que c'est le test de Bechdel? Eh ben je vais vous le dire. Le test de Bechdel est un test visant à démontrer la domination du genre masculin sur le genre féminin dans la plupart des œuvres, et ainsi pointer du doigt le fait que la femme est trop souvent mise de côté. Pour réussir ce test, un film doit remplir 3 critères. Avoir au minimum 2 personnages féminins nommés, donc pas juste des figurants. Il faut que ces 2 personnages féminins parlent entre elles, et enfin, que leur conversation ne soit pas au sujet d'un homme. Vous pourrez faire l'essai pendant votre prochaine séance ciné. Très peu de films arrivent à passer ce test, alors que, pourtant, les critères paraissent hyper simples. Si on regarde par exemple ces 18 films à succès de l'année dernière, on s'aperçoit que seulement 6 remplissent toutes les conditions de Bechdel. Eh bien GoldenEye, malgré son sexisme évident, a réussi à réunir tous les critères. Donc encore une fois, énorme contraste entre le fond et la forme qui perso m'a dérangé tout le long du film. Est-ce que pour autant c'est un mauvais film? Je sais pas. J'avoue qu'avant j'en avais un très bon souvenir, aucun des points négatifs que je viens de citer m'avait frappé et pour moi, Pierce Brosnan était le meilleur James Bond. Mais là, après l'avoir revu, Peut-être que c'était un film qui était pas fait pour vieillir, un film éphémère pour marquer le passage entre 2 époques mais qui au final ne peut appartenir à aucune d'entre elles, parce qu'il n'a pas le cachet vintage de ces vieux films pionniers du cinéma et parce qu'il ne reflète pas assez la société moderne vers laquelle il nous a ouvert la porte. On peut alors le voir comme une œuvre qui s'est sacrifiée pour nous permettre de faire la transition entre 2 mentalités cinématographiques, tout en sachant qu'à cause de ce sacrifice, il pourrait pas vivre éternellement en tant que film de qualité. Donc, que ce soit une passerelle héroïque nous ayant permis d'évoluer vers un cinéma meilleur ou juste un film de merde ayant bercé notre enfance, je pense qu'il méritait qu'on lui rende hommage au moins une dernière fois.